Au début, je me suis dit que ce gars devait être bourré. Venir dans ce coin et acheter un ranch pour y lancer une fusée, il a dû se saouler avec du mauvais whisky. Il a assez d'argent pour se le permettre. Il a assez d'argent pour se faire plaisir. De 16 km à la sortie de la ville, jusqu'à l'autoroute 6280, ça fait plus de 70 km. Et il possède toutes les terres, des deux côtés de la route. Il ne laisse filtrer aucune information. C'est le portail. Mais il faut une clé pour entrer. Quand vous le rencontrez, il a juste l'air de quelqu'un de normal. Mais quand vous parlez avec lui, vous vous rendez compte que ce gars-là est costaud et qu'il sait ce qu'il fait. I'm using my resources to put in place heavy lifting infrastructure so that the next generation of people can have a dynamic, entrepreneurial explosion into space. La Terre est-elle encore suffisante pour l'appétit de Jeff Bezos? Amazon, le plus grand magasin de la planète, expédie 158 colis par seconde. 5 milliards chaque année. Jeff Bezos, son dirigeant, a une obsession. Vendre tout, tout de suite, partout. Et satisfaire immédiatement les moindres désirs de ses clients. Ils sont aujourd'hui 300 millions dans le monde entier. La multinationale révolutionne le commerce et notre façon de consommer. Elle est même parvenue à réduire le temps et l'espace. Comment Amazon est-elle en train de faire main basse sur la planète? Que veut Jeff Bezos qu'il n'aurait déjà? Quel avenir la multinationale veut-elle nous imposer? Et à quel prix?
L'histoire commence en 1994 dans la banlieue de Seattle. Jeff Bezos, un trentenaire venu de la finance, crée Amazon dans le garage de cette maison. I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. Where did you get an idea for Amazon.com? Well, 3 years ago, I was in New York City working for a quantitative hedge fund when I came across the startling statistic that web usage was growing at 2,300% a year. So I decided I would try and find a business plan that made sense in the context of that growth. Au départ, ils ne sont que 3. À cette époque, le grunge naissait à Seattle. Il y avait Nirvana, Pearl Jam, ce genre de musique. Tout le monde portait des chemises de bûcheron. Paul Davis est l'informaticien qui a développé le tout premier site internet d'Amazon. Amazon était en banlieue, loin du centre-ville et de là où ça bougeait. Amazon, à l'époque, c'était juste 2 programmeurs qui travaillaient dur à coder et Jeff qui travaillait dur sur le développement de la nouvelle entreprise. Il n'y avait pas l'énergie habituelle des startups. « Oh mon Dieu, quel est notre but aujourd'hui? Oh mon Dieu, si nous n'y parvenons pas, tout s'effondrera. » Nous nous contentions de travailler méthodiquement, aussi vite que possible. Les livres arrivaient, il fallait les empaqueter et les envoyer. Parfois c'était Jeff, ça c'était vraiment dans les tout premiers jours, quand nous n'étions encore que 3. Parfois c'était sa femme Mackenzie, et parfois c'était moi s'il n'y avait pas d'urgence sur autre chose. À l'époque, on envoyait quoi? Moins de 20 livres par jour. « 25 ans plus tard, Amazon n'expédie plus 20 colis par jour, mais 14 millions. Elle possède plus de 250 entrepôts et livre sur les 5 continents. La réussite d'Amazon a attiré l'attention de Stacy Mitchell. Elle dirige l'Institut pour l'autonomie locale, un organisme de recherche sur l'évolution de l'économie américaine. Depuis 10 ans, la chercheuse suit pas à pas le développement de l'ogre Amazon. Amazon est comme une force invisible. Elle pousse ses tentacules dans tous les aspects de notre économie. Il n'y a rien qui lui échappe. Amazon s'infiltre partout. Ils sont aujourd'hui le plus gros vendeur de vêtements aux États-Unis et ils en fabriquent beaucoup. Librairies, magasins de jouets, d'électronique. Amazon a grandi à l'abri des regards. On ne l'a pas remarqué, cela n'a pas été couvert par les médias, car l'entreprise n'est pas physiquement présente, sauf dans quelques endroits. Amazon grandit si vite qu'elle crée beaucoup d'emplois, mais elle en détruit beaucoup aussi. Nous avons calculé que pour chaque emploi créé par Amazon, 2 étaient détruits dans des entreprises existantes. Les États-Unis ont perdu 85 000 petites entreprises indépendantes et 35 000 petites et moyennes usines. Amazon n'est pas la seule responsable de ces disparitions, mais elle est la principale responsable. Stacy Mitchell enquête sur la stratégie de conquête d'Amazon. C'est une sorte de balancement. Amazon semble hésiter entre s'emparer du monde lentement et s'emparer du monde rapidement, sans être trop visible pour n'alarmer personne. Le train a quitté la gare et en tant que société, on ne sait plus comment le ralentir. C'est beaucoup plus compliqué maintenant que ça ne l'aurait été il y a 10 ans, si nous nous étions rendus compte de ce qui était en train de se passer.
Aux États-Unis désormais, Amazon détient la moitié du commerce en ligne. L'entreprise est numéro 1 de la vente en ligne. De vêtements, d'électronique, de livres, de DVD, de soins personnels et de produits de beauté. Elle propose en plus de la vidéo à la demande, de la musique en ligne, des jeux vidéo, du stockage informatique, des assurances et des médicaments. Amazon, c'est aussi une certaine vision de l'Amérique, progressiste et libérale. Le rachat de Whole Foods, le leader du bio haut de gamme, en est la preuve. Jeff Bezos est une personnalité complexe. Grand patron et investisseur, en 2013, il a racheté et relancé le Washington Post, l'un des journaux américains les plus prestigieux, marqué à gauche, et farouchement opposé à Donald Trump. Petit à petit, l'empire Amazon étend son emprise sur le monde. Amazon représente la transformation de l'économie américaine. Quand je suis arrivé à Wall Street, on disait que ce qui était bon pour General Motors était bon pour les États-Unis. Aujourd'hui, on dit la même chose pour Amazon, car ses activités sont profondément liées à l'économie américaine et mondiale. Amazon contrôle le marché, qui n'est plus vraiment un marché, mais une arène privée, où Amazon décide des règles, dit qui aura la meilleure place, le meilleur classement, qui peut vendre et comment, qui peut communiquer avec ses consommateurs et de quelle manière, et quel est le coût à payer pour participer. Les anciens disaient que si ça marche comme un canard et que ça cancane comme un canard, alors c'est un canard. Amazon ressemble à un monopole, commerce comme un monopole, gagne de l'argent comme un monopole, se comporte comme un monopole, donc c'est un monopole dans le sens traditionnel. La vraie définition d'un monopole, c'est une entreprise qui peut contrôler l'accès au marché des autres acteurs. C'est quand vous avez le pouvoir de décider de ce qui se passe. Amazon a ce pouvoir. Ils sont devenus les gardiens du temple. Amazon, en fait, veut devenir la seule plateforme de vente par Internet du monde. Amazon conquiert les territoires les uns après les autres. Après les États-Unis, Jeff Bezos s'est emparé de l'Europe, du Japon, du Canada, du Brésil, de l'Australie. Aujourd'hui, la bataille décisive pour l'entreprise se joue en Inde. En 2013, Amazon arrive dans ce pays avec l'idée de rafler un marché estimé à 100 milliards de dollars. Conquérir ou faiblir. C'est ici le numéro 4. Tu fais demi-tour, tu tournes à droite, puis sur ta gauche. Ok. Au niveau mondial, Amazon a été capable d'emporter tous les plus gros marchés. En Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Le seul champ de bataille qui lui reste à disputer est l'Inde. A, parce que c'est le seul champ de bataille encore ouvert, et B, c'est un très gros champ de bataille. Qui est-ce? Amazon. Bonjour madame. Mettez ça près de la porte, elle peut rester ouverte. L'Inde est le pays à la plus forte croissance au monde, 7% en 2017. Voilà madame, bonne journée. Merci. Ces dernières années, 200 millions d'Indiens ont rejoint une classe moyenne connectée à Internet et désireuse de consommer.
conséquence, le secteur du e-commerce indien progresse de 30 à 50% chaque année. Amazon n'est pas la seule entreprise à vouloir profiter de cette manne. Face à lui, Jeff Bezos voit se dresser Flipkart, le numéro 1 indien, fondé par 2 de ses anciens employés, et Paytm, le petit nouveau, financé par le géant chinois Alibaba. Tous les 3 se livrent une guerre à coups de milliards de dollars. Dès la première année, Jeff Bezos investit 2 milliards en Inde et 2 de plus l'année suivante. Pour gagner des parts de marché, Amazon a déjà investi, à perte, 5 milliards de dollars dans le pays. Ces 3 entreprises sont armées jusqu'aux dents. Elles ont beaucoup d'argent, beaucoup de munitions et les hommes qu'il faut avoir. Donc aucune d'entre elles ne va s'effondrer rapidement. La bataille est d'autant plus complexe que ces multinationales font face à des réactions nationalistes très puissantes en Inde. Comme à Old Delhi, le quartier commerçant de la capitale indienne. Ici, les structures commerciales sont identiques depuis des centaines d'années. Nous n'avons pas protesté, nous n'avons frappé personne. Que devons-nous faire? Encercler les maisons des ministres? Pourquoi sommes-nous obligés de faire ça? Monsieur Rajiv, calmez-vous. Nous sommes là pour discuter entre amis. Je veux pouvoir écouter tout le monde. Autour de la table, 15 hommes en colère, les plus gros commerçants d'Old Delhi. Ils possèdent tous plusieurs boutiques dans le quartier et sont en première ligne face à Amazon. Rappelez-vous, quand nous étions écoliers, nous avons appris comment l'Inde a été colonisée. Nous avons appris ce qui s'est passé. Les Anglais sont venus en prétextant vouloir faire du commerce et petit à petit, ils ont envahi toute l'Inde. Les commerçants d'Old Delhi sont inquiets, mais ils ont un atout pour freiner l'ascension d'Amazon. Ils constituent la base électorale du BJP, le parti au pouvoir en Inde depuis 2014. Son leader, Narendra Modi, le Premier ministre, est le chantre d'un nationalisme exacerbé et défend une vision protectionniste de l'économie. Le gouvernement indien a récemment présenté un projet de loi qui pourrait limiter fortement la marge de manœuvre d'Amazon, en l'empêchant notamment de casser les prix. Depuis, Jeff Bezos doit se livrer à un jeu diplomatique. Il rencontre régulièrement Narendra Modi, le Premier ministre. C'est un gros enjeu pour Amazon. Et la lourdeur de leur investissement révèle à quel point l'Inde est une affaire sérieuse pour eux. S'ils échouent, cela aura un impact négatif dans le monde entier. Ce n'est pas qu'une affaire régionale, c'est un enjeu mondial pour Amazon. Pour contrer les Américains, les commerçants d'Old Delhi comptent bien se rappeler au bon souvenir du gouvernement. Nos commerces sont en danger, car ces grosses entreprises peuvent perdre de l'argent pendant 5 ou 10 ans. Ils ont les poches assez profondes pour supporter de grosses pertes. C'est pareil partout dans le monde. Quand ils arrivent, ils créent leur propre marché, leur monopole, et c'est une grande guerre commerciale.
Ce bus doit faire le tour du pays pour alerter les autres commerçants et la population de la menace qui plane sur l'Inde. Donne le riz, donne les fleurs, donne-en à tout le monde. En 2018, Amazon a annoncé son intention d'investir une nouvelle fois 2 milliards de dollars dans le pays. Ces opérations se sont traduites par une perte de 883 millions. Investir beaucoup d'argent, quitte à perdre beaucoup, pour conquérir des parts de marché, voilà le cœur de la stratégie de Jeff Bezos dans le monde entier. Malgré ce choix risqué, le patron d'Amazon parvient à conserver la confiance des marchés financiers. Le cours de l'action monte sans cesse. Ces 4 dernières années, sa valeur a quintuplé. Amazon a perdu environ 3 milliards de dollars durant ses 6 premières années d'activité en vendant des livres à perte. Et ça a marché. Aujourd'hui, ils ont plus de 50% de parts de marché. Et ils ont recommencé secteur après secteur. Ils ont perdu de l'argent. Leurs concurrents, qui n'ont pas autant de soutien de Wall Street, ne peuvent pas vendre à perte. Ils font faillite et Amazon prend leur place. C'est une entreprise qui peut perdre de l'argent plus qu'aucune autre. Quand on étudie une entreprise, il faut regarder la crédibilité de ses dirigeants. Jeff Bezos a passé du temps à Wall Street dans un gros fonds d'investissement. Il sait intuitivement ce que les investisseurs veulent. Il parvient à les éduquer sur les délais. Les analystes ne veulent pas seulement savoir combien ils vont gagner, mais quand ils vont gagner. Cela permet de bâtir de meilleurs modèles financiers. Bezos sait parfaitement parler la langue des marchés financiers. Jeff Bezos fait très attention à bien expliquer ce qu'il fait à Wall Street. Il répète sans cesse qu'Amazon a une stratégie à long terme, que le court terme ne l'intéresse pas et que ce qu'il est en train de créer deviendra énorme avec le temps. Les investisseurs de Wall Street ont sauté sur cette idée et ont soutenu la société, même durant les années où Amazon perdait beaucoup d'argent et durant celles où elle gagnait très peu d'argent. Wall Street l'a toujours soutenu. Jeff Bezos a su imposer une vision à long terme dans une économie tournée vers la rentabilité rapide. Grâce à la confiance de Wall Street, Jeff Bezos a pu rendre toutes les marchandises du monde entier disponibles en un seul clic. Cet idéal d'accessibilité est né il y a 50 ans à San Francisco, la capitale de la contre-culture américaine. Les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon sont les héritiers inattendus des hippies californiens. A click, like that. Press your middle finger to your thumb, drag them apart, snapping like that. You can find adult pajamas with cat memes or typewriter's fashion manual. You can have insulin syringes and wallets, greeting cards, eating books corporeal like that. You can have anything delivered to your door. A snap. And forever to consider why you did. Dans les années 60, en Californie, des milliers de jeunes Américains refusent la société industrielle, la guerre au Vietnam et la bombe atomique. Ils décident de retourner à la Terre et de vivre en communauté basée sur des principes nouveaux. Ce sera le mouvement des communes.
Ils étaient contre la technologie dominante. Ils n'aimaient pas les bombes et l'industrie lourde. Mais ils aimaient le LSD, les automobiles, les combis Volkswagen. Ils aimaient les produits de consommation. Ils voulaient s'emparer des produits de consommation et en détourner l'usage pour en faire les fondations d'une nouvelle société. Une société basée sur les expériences partagées, l'ambition personnelle et la consommation. La consommation devait poser les fondations d'une société tournée vers l'épanouissement personnel. Le Whole Earth Catalog accompagne ce mouvement. Cette publication est inventée par Stewart Brand, un touche-à-tout, ancien étudiant en biologie. Son but était de permettre aux membres des communes de trouver tout ce dont ils avaient besoin pour se débrouiller seuls, en leur indiquant où acheter le nécessaire. C'est étrange, car ces gens voulaient bâtir des fermes. Et quels outils ils emmenaient? Des livres. Car en fait, les membres des communes ne voulaient pas seulement des outils agricoles, mais également des outils de l'esprit. Ils voulaient changer leur façon de voir le monde. Ce catalogue est central dans la contre-culture et dans le mouvement des communes de la fin des années 60. Mais il est aussi très important pour les gens de la Silicon Valley qui ont découvert cet univers et ont commencé à voir l'ordinateur comme l'outil que le Whole Earth Catalog avait promis. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. On the back cover of their final issue were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. Regardez le catalogue. Il devait vous donner accès à des biens qui transformeraient votre vie. Il englobait tout. Il vous donnait accès à tous les biens du monde. Amazon, aujourd'hui, essaie de vous proposer tout ce que vous désirez acheter. Dans sa structure, ses connexions, dans sa volonté d'être un système d'information mondial pour vous fournir des biens et améliorer votre vie, c'est le catalogue en ligne. Grâce à Internet, Amazon aurait-il mondialisé les idéaux du Whole Earth Catalog? Aujourd'hui, Stewart Brand, son fondateur, a un ami très riche, Jeff Bezos. Les deux hommes partagent une idée. Ils ont même un projet en commun pour la promouvoir. Au cœur du désert du Texas, une horloge monumentale est en construction. Pour qu'elle voie le jour, Jeff Bezos a dépensé 42 millions de dollars. Mais les affinités entre les hippies et Wall Street s'arrêtent là. Jeff Bezos est un libertarien qui prône un État réduit à sa portion congrue et valorise la liberté totale d'entreprendre, sans loi ni règlement. Amazon a fait imploser la vision sociale des années hippies. L'espoir d'un monde meilleur grâce à la consommation et au système interconnecté a disparu. En tout cas, il a disparu pour les clients d'Amazon. Et il a disparu en même temps que ma librairie et que mon petit magasin. Le civisme, Amazon s'en fiche totalement. Et c'est une honte. Amazon a détourné la matrice du Whole Earth Catalog, mais a perdu la vision sociale qui l'animait. Et je crois que ça, c'est vraiment dommage. Je m'appelle Alexander Schreiber. J'ai grandi et j'habite à Leipzig. J'ai 41 ans et je travaille depuis presque 7 ans pour Amazon, ici à Leipzig.
J'ai occupé toutes sortes de postes au cours des années et je suis aujourd'hui capable de travailler dans les 4 grandes sections de l'entrepôt: réception, stockage, prélèvement et emballage. Avant d'entrer chez Amazon, Alexandre était soldat dans l'armée allemande. Dans l'entrepôt, il a été confronté à une mécanique impitoyable où les employés sont traités comme des robots. Chez Amazon, un espace de travail est construit et ce n'est qu'après que le salarié y est inséré comme une pièce de puzzle et pas l'inverse. Je dirais que ce qui est difficile n'est pas d'effectuer la tâche en elle-même, comme d'entreposer un article, d'aller le chercher ou de l'emballer. Ce qui est difficile, c'est la répétition de cette tâche. Ce qui est difficile, c'est de la répéter 500 fois par jour, 10 000 fois par semaine, ou même peut-être 500 000 fois par an, tout en restant en bonne santé physique et mentale, de manière à la faire toujours avec la même précision et la même qualité. Vous avez un scanner qui vous dit où aller. Vous devez vous déplacer en suivant les ordres de l'ordinateur et des scanners. Les leaders vous apprennent à faire de soi-disant séquences de mouvements. Vous devez d'abord utiliser cette main, puis celle-ci, et vous êtes obligé de travailler en suivant précisément ces séries de gestes. Ce qui est nouveau, c'est que non seulement vous devez travailler comme une machine, mais qu'en plus vous êtes contrôlé par les machines. Et ça, c'est effrayant. Si vous ne parvenez pas à suivre le rythme que l'entreprise vous impose, vous n'êtes tout simplement pas accepté. Ils disent, si vous n'aimez pas votre travail ici, partez. Nous ne voulons pas de travailleurs malheureux. Si la tâche est effectivement réalisée 500 000 fois par an, il est difficile de ne pas développer un syndrome de bore-out. Les symptômes sont exactement les mêmes que ceux d'un burn-out, mais ils découlent d'une sollicitation intellectuelle insuffisante. Voilà la plus grande difficulté pour un salarié. En Allemagne, le jour du Black Friday, les syndicats appellent à cesser le travail. Ich begrüße euch erstmal. Herzlich willkommen beim Streik zur Prime Week bei Amazon. Das hast du heute richtig gut auf die Beine gestellt. Erstmal einen Applaus dafür, Alex. Dankeschön an die, die mitgeholfen haben beim Rausholen. Hat gut geklappt, merci. Das wird so sein, dass wir En Europe, Jeff Bezos se heurte à des États forts, où la protection sociale est plus importante qu'ailleurs et où les salariés ont des droits pour se défendre. Depuis 5 ans, Verdi, le principal syndicat allemand, organise des grèves récurrentes dans les 11 entrepôts Amazon du pays. Hast du da auf der Eintrittserklärung eine Erreichbarkeit telefonisch oder E-Mail mit angegeben? Gut. Les ouvriers réclament surtout des augmentations de salaire. Grâce à ces mouvements sociaux, les employés de l'entrepôt de Leipzig ont arraché à Jeff Bezos 11,2% d'augmentation en 5 ans. Dann bis morgen. Ja, habe ich. Danke euch. Merci. Steffen, ciao. Avril 2018, le grand groupe de presse allemand Axel Springer s'apprête à remettre à l'entrepreneur son prix annuel de la personnalité la plus innovante. Au pied de la tour, Verdi a appelé les salariés de toute l'Europe à venir protester. Aux côtés des Allemands ce jour-là, des Polonais, des Italiens et des Français. Ils sont 1 millier à battre le pavé. Welcome to Berlin. Thanks. It's great to be here. Today, Amazon is employing 566,000 people.
You are probably the biggest job creator of recent times. At the same time, you're aggressively criticized by unions and by media for paying low wages, for inappropriate working conditions. How do you deal with these accusations? If you're going to do anything new or innovative, you have to be willing to be misunderstood. If you can't afford to be misunderstood, then for goodness sake, don't do anything new or innovative. I'm very proud of our working conditions, and I'm very proud of the wages that we pay. In Germany, we employ 16,000 people. We pay at the high end of the range for any comparable work. We demand wages and benefits that allow us to work less so we can live more. We have very good communications with our employees. So we don't believe that we need a union to be an intermediary between us and our employees. Congratulate you for all you have achieved. Thank you, Matthias. And congratulations. You're very nice. Thank you. That was great. Thank you guys. Thank you. En 2017, Amazon a réalisé 178 milliards de dollars de chiffre d'affaires. La multinationale écrase le secteur de la vente en ligne. Elle est aussi numéro 1 dans un autre secteur. Celui-ci n'expédie ni colis, ni marchandises, mais il est stratégique. Il s'agit du cloud, un service de stockage de données en ligne. Elles sont hébergées physiquement dans des data centers, d'immenses bâtiments remplis de serveurs informatiques. Amazon possède 120 data centers comme celui-ci, répartis dans le monde entier. En 2017, Amazon Web Services représentait 12% du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais 60% de ses bénéfices. Amazon est vu comme un site de e-commerce, mais c'est une erreur de ne la voir que comme ça. C'est une entreprise qui veut contrôler l'infrastructure de notre économie. Elle veut être l'interface entre tous les vendeurs et tous les acheteurs. Avec Amazon Web Services, elle est devenue un acteur incontournable du cloud. Elle investit de plus en plus dans la logistique et l'expédition des colis. Dans l'histoire, nous n'avons jamais rien vu qui ressemble à Amazon. C'est totalement nouveau. Nous n'avons jamais rien vu de tel. On peut la comparer à une voie ferrée, car Amazon contrôle ce à quoi les autres entreprises doivent accéder pour entrer sur le marché. C'est une position incroyablement puissante. Je ne crois pas qu'Amazon ait aujourd'hui un compétiteur qui puisse rivaliser avec elle. Je pense que la seule chose qui pourrait la stopper serait une intervention gouvernementale. Consciente des risques, Amazon soigne de plus en plus ses liens avec les gouvernements. En 17 ans, ses dépenses de lobbying ont explosé. Aux États-Unis, elles sont passées de 492 000 $ en 2000 à 13 millions en 2017. En Europe, c'est au moins 2 millions d'euros. Jeff Bezos va-t-il se servir de cet argent pour contrer une Europe de moins en moins conciliante ? En 2017, pour la première fois, la Commission européenne s'attaque à l'entreprise. Margrethe Vestager, commissaire à la concurrence, sanctionne les montages fiscaux d'Amazon. Aujourd'hui, la Commission a adopté une décision qui reconnaît l'illégalité des avantages fiscaux d'Amazon suivant les règles européennes.
Un accord fiscal accordé par le Luxembourg a permis à Amazon de réduire ses impôts pendant plus de 8 ans, entre 2006 et 2014. Ce n'était pas justifié. Amazon doit donc rembourser ses allègements fiscaux pour un montant d'environ 250 millions d'euros, plus les intérêts. Amazon a payé les 250 millions, mais le Luxembourg a fait appel de cette décision. Preuve que tous les États ne cautionnent pas la démarche de la commissaire et toute autre mesure favorisant une équité fiscale. La particularité d'Amazon, nous le savons depuis l'affaire des impôts, est que ce genre d'entreprise ne fait pas nécessairement de profit, mais crée de la valeur. Ces entreprises créent de la valeur pour la bourse, mais ne tirent pas de bénéfices de leur activité. Vous gagnez de l'argent en achetant et en vendant des actions au lieu d'avoir des bénéfices qui viennent de l'activité elle-même. Et l'une des raisons pour lesquelles nous sommes si désireux d'instaurer une taxation européenne sur le numérique est de remettre de l'ordre dans tout ça, car les entreprises numériques ne payent que 9% d'impôts en moyenne, quand les autres entreprises en payent 23%. L'Europe tente de mettre en place un nouvel impôt qui vise spécifiquement les GAFA, dont Amazon. Il s'agirait de taxer leur chiffre d'affaires et non plus leurs bénéfices. Car ces géants parviennent toujours à localiser leurs profits dans des pays à faible taux d'imposition. La France est bien seule à défendre cette mesure. Nous avons tous reçu un coup de semonce. Nous savons que la technologie est fascinante et qu'elle peut nous permettre de faire de grandes choses, mais il y a un mauvais côté à tout. Il y a une menace pour nos démocraties, il y a une menace sur la façon dont nous commerçons, et il y a une menace pour nous, les consommateurs. Nous devons reprendre le contrôle là-dessus. Le voici donc, le monde selon Amazon. Un monde où une seule entreprise contrôle la distribution de tous les produits de notre quotidien, les infrastructures de notre économie. Quand j'achète des objets sur Amazon, que je reçois un colis, ou que mes amis en reçoivent, je me dis « oui, super, nous avons fait du super boulot ». Mais si je mets ma casquette de citoyen, alors je me pose beaucoup plus de questions et je ne suis pas sûr d'être si fier. La plupart du temps, je ressens presque le contraire. Je me demande si je n'ai pas contribué à créer quelque chose qui ne rend pas le monde meilleur. L'enjeu, c'est qui décide du futur de notre pays. Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est Amazon? C'est ça la question. Au bord du Pacifique, à Seattle, la question ne se pose même plus. Car ici, Amazon impose déjà sa vision du monde de demain. À première vue, c'est un monde idéal. L'entreprise a ici son siège, l'immeuble Day One. À ses pieds, le tout nouveau bâtiment voulu par Jeff Bezos. Une série de boules en verre abritant des plantes tropicales comme un biotope 2.0 où les cadres viennent travailler en harmonie avec une nature domestiquée et contrôlée. Au total, 20% de la surface du centre-ville de Seattle est occupée par Amazon. En 8 ans, 40 000 nouveaux cadres venus du monde entier ont rejoint les rangs du géant américain. Souvent jeunes, bien, voire très bien payés, ils profitent de l'Amazon Way of Life et bénéficient en avant-première des innovations de l'entreprise. Les lockers,
des casiers où l'on peut venir récupérer ses colis à toute heure, ou Amazon Go, des supermarchés sans caisse. Le client entre avec son smartphone et l'ordinateur débite son compte automatiquement. Pour accueillir ces nouveaux venus, des immeubles luxueux sortent sans cesse de terre. Grâce à Amazon, Seattle est devenue l'une des villes préférées des cadres supérieurs américains. Mais la nuit, la ville montre une toute autre réalité. Depuis l'arrivée d'Amazon et ses embauches massives de cadres supérieurs, les prix des loyers à Seattle grimpent de 10% chaque année. Les plus pauvres n'arrivent plus à se loger, même s'ils travaillent. Ici, 30% des sans-abri ont un emploi. À la mairie, la plus jeune conseillère municipale de Seattle, Teresa Mosqueda, a fait de la bataille pour le logement la priorité de son mandat. Nous avons une augmentation de 600% du nombre de SDF. Le nombre de gens qui vivent dans leur camping-car et qui deviennent SDF a doublé. Ces chiffres sont abyssaux. Nous pouvons le constater dans les rues. Ici, à Seattle, nous avons un taux de sans-abri par habitant plus élevé qu'à Los Angeles, et ça nous oblige à agir. 1000 personnes arrivent chaque semaine dans la région. Comme nous ne construisons pas assez de logements, les prix montent. Ceux qui étaient auparavant dans des logements abordables n'ont vraiment plus d'endroit où aller. Ils quittent Seattle ou se retrouvent à la rue. Printemps 2018. Le conseil municipal propose la création d'un nouvel impôt. Les grosses entreprises de la ville, dont Amazon, devront payer chaque année $500 par employé pour financer la construction de logements sociaux. Au départ, la taxe aurait dû rapporter 75 millions de dollars, ce qui était déjà une goutte d'eau par rapport aux besoins réels. Nous avons fini par nous mettre d'accord sur un montant de 47 millions, ce qui a été accepté par Amazon. Cette proposition a été votée à l'unanimité par le conseil municipal, à l'unanimité et signée par le maire. Moins de 24 heures après qu'Amazon a accepté cette taxe de $275 par employé pendant 5 ans, juste pour les plus grosses entreprises, moins de 24 heures après l'avoir accepté, ils ont changé d'avis, ont financé l'opposition et ont lancé une campagne d'opinion pour saboter le projet. And ran a campaign to undermine it. No head tax! No head tax! No head tax! Amazon engage un rapport de force pour faire reculer la mairie. Seattle se divise. Face à l'offensive de la multinationale, des citoyens manifestent pour la justice sociale. No Bezos Durkin deal! No Bezos Durkin deal! No Bezos Durkin deal! Amazon gagne la bataille de l'opinion. Sa pétition rassemble plus de 45 000 signatures. Alors, le 12 juin 2018, le conseil municipal de Seattle se résout à organiser un nouveau vote sur la taxe devant des partisans des deux camps. Rouge contre vert, pro-taxe contre opposant. En quelques minutes, le conseil municipal choisit de revenir sur sa politique d'aide aux sans-abri. Seuls 2 conseillers, dont Teresa Mosqueda, votent contre l'abandon de la taxe. Mosqueda, vote for nay. O'Brien, vote for aye. 7 in favor, 2 opposed. So the bill passes and the chair will sign it. Trois mois plus tard, Jeff Bezos annonce le lancement de sa propre politique du logement. Un fonds privé, doté de $2 milliards,
pour venir en aide aux familles mal logées dans tout le pays. Je veux faire en sorte que les politiques publiques soient menées par ceux qui ont été élus pour cela, et non par les caprices d'un PDG ou d'une multinationale qui décide un jour de donner de l'argent ou pas. Je pense que c'est un signal d'alarme pour le pays entier. Nous devons être capables de gouverner et de le faire en toute intégrité afin de nous assurer que les plus vulnérables soient défendus. Nous avons besoin que les politiques publiques soient menées par ceux qui ont été élus pour cela. Chaque nuit, à Seattle, la mairie ouvre ses portes pour accueillir, à même le sol, ceux qui n'ont nulle part où aller.